François Tadei, nous savons que vous militez pour un enseignement qui soit lancé à partir de la recherche avec cette approche-là. Est-ce que peut-être ce n'est pas de nature parfois à faire peur à certains enseignants qui se diraient « moi je ne suis pas forcément déjà moi-même dans une dynamique très active de recherche, est-ce que je vais pouvoir mettre en place une telle approche de l'enseignement ?» En fait, je pense qu'on est tous chercheurs et tout individu, y compris les enseignants, on est à la recherche de choses régulièrement parce qu'on cherche tous à s'améliorer, on cherche à régler des problèmes dans sa vie quotidienne, on a toujours besoin de trouver des solutions. Donc c'est quelque chose en fait d'assez spontané, simplement on peut être accompagné plus ou moins dans cette démarche et elle peut être faite de manière plus ou moins rigoureuse. Mais je pense qu'en particulier, nombre d'enseignants se questionnent sur comment aider au mieux leurs élèves. Donc en fait, c'est naturel, surtout dans un pays où il y a autant d'échecs scolaires que ce qu'on peut avoir, de se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider mieux les élèves. Quand un élève est en échec, c'est évidemment un problème pour l'enfant, mais c'est aussi un problème pour l'enseignant, et donc ils doivent ensemble trouver des solutions. Donc je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'assez naturel et il faut simplement autoriser l'enseignant à devenir chercheur, parce que dans la pyramide du savoir classique, il a l'impression que ça ne lui est pas accessible. Donc je pense qu'il faut l'encourager, lui dire mais si, en fait on est tous comme ça et on peut éventuellement les accompagner comme ça, et ces fameux MOOC, ces cours en ligne peuvent permettre de former les enseignants qui voudraient enseigner par la recherche en les aidant à se déculpabiliser. Il est normal de ne pas tout savoir, personne ne sait tout, depuis Socrate chacun devrait le savoir, et par contre ensemble on peut chercher des solutions. Et typiquement dans la recherche de solutions, l'enseignant a priori plus d'atouts que les élèves. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le numérique accroît les inégalités. Plus on a de livres à la maison, plus on bénéficie du numérique. Et donc il est naturel d'apporter en tant qu'enseignant quelque chose de plus, en particulier aux élèves défavorisés, pour les accompagner dans cette démarche d'apprentissage, parce que sur Internet, il y a le meilleur et le pire, hein, comme les langues d'Ésope, il y avait déjà le meilleur et le pire dans tout mode de communication, mais l'important c'est d'apprendre à l'enfant, à l'apprenant, l'esprit critique, l'esprit de synthèse, et la démarche de recherche permet d'aborder ces points très naturellement. D'accord, donc finalement la réussite sera tant du côté de l'enseignant que de l'apprenant en se plaçant dans ce processus de recherche. Exactement, ils doivent ensemble co-construire des solutions. Et l'enseignant comme l'enfant doit être mis en réseau avec d'autres qui se posent le même type de questions et qui peuvent l'aider. Et c'est comme ça que les chercheurs fonctionnent fondamentalement. Il n'y a pas un chercheur qui pourrait résoudre les problèmes qu'il résout au quotidien s'il n'était pas connecté à un vaste réseau de chercheurs. Aujourd'hui, les moyens de communication permettent à tout un chacun de se connecter. On peut se connecter localement dans une salle de prof par exemple, mais on peut aussi sur le web trouver d'autres enseignants qui ont résolu des problèmes équivalents et adapter ces solutions. Et donc ça, c'est des démarches qui sont très naturelles aujourd'hui parce que le web propose des outils très horizontaux qui permettent ces interactions. Alors, face à cette nouvelle approche finalement de la formation, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle approche de la validation des savoirs, des savoir-faire qui ont été acquis? On parle de certification, d'open badge, etc. Quelle est la valeur de tout ça et quel en est l'avenir? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on laisse des traces sur ce qu'on a fait à chaque pas dans le temps de son apprentissage. Et donc par exemple, quand on est un informaticien, on a laissé derrière soi sur GitHub ou des plateformes comme celle-ci la trace de tout ce qu'on a fait et même les commentaires de toute la communauté sur le travail qu'on a fait. Donc en fait, par rapport à un diplôme qui ne dit pas grand-chose sur ce qu'on a appris au quotidien, on a accès à des choses beaucoup plus fines et en particulier éventuellement à des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus pointues et beaucoup plus disruptives, parce que par définition, ce qu'il y a sur un diplôme, c'est de l'enseignement qui correspond à un état du savoir qui éventuellement date un petit peu. Par contre, si on a contribué à faire quelque chose de radicalement différent, ça peut tout de suite légitimer pour dire ben voilà, je suis à la pointe, parce que ça a été d'ailleurs validé par tout un tas d'experts du domaine qui m'encouragent à aller toujours plus loin et qui me donnent envie. Et d'ailleurs, je me suis aussi appuyé sur ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Voici l'état de l'art et voici comment j'ai dépassé l'état de l'art. Et donc ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'un diplôme statique qui quelque part est un diplôme moyen. Sur un cursus moyen, on a le même diplôme de l'école ou de l'université X ou Y, et en moyenne, les gens qui sont sortis de ces écoles il y a 10, 20, 30 ou 50 ans ont fait telle et telle chose, donc a priori, voici une légitimité que j'ai. C'est beaucoup moins personnalisé, beaucoup moins fin, beaucoup moins précis et beaucoup moins mis à jour en temps réel que les portfolios numériques qui sont aujourd'hui disponibles en ligne. François Tadei, merci beaucoup. Merci.